Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fuite de données qui touche Binance. Je vais revenir sur les données qui ont fuité et les risques potentiels associés. On va aussi parler de FTX. On en sait plus sur le piratage qui a eu lieu autour de la faillite des 400 millions de dollars. Je vais vous parler de Solana qui a un plus haut historique en fait du nombre de wallets actifs sur Solana, le nombre d'adresses actives sur Solana. On va aussi parler d'unlock, de tokens et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche au niveau du cours des crypto-monnaies. BTC à 43 000 dollars aujourd'hui, plus 0,19%. Ether 2300. Et les autres cryptos du top 10, enfin beaucoup de cryptos du top 10 en légère baisse, BNB, XRP, etc. Mais bon, ça reste pas énorme. Je voulais revenir d'abord sur le piratage de FTX et vous vous souvenez, autour de la chute de FTX, on a eu 400 millions de dollars qui ont disparu comme ça du jour au lendemain. On ne savait pas trop ce que c'était. On s'est dit c'est les employés d'FTX qui sont en train de partir avec la caisse pendant la faillite. Bref, c'était pas clair du tout. Et là en fait, on en sait plus. A priori, c'était un groupe de hackers qui ont fait du SIM-swap. Donc le SIM-swap, j'en ai beaucoup parlé. C'est quand quand un hacker arrive à convaincre l'opérateur téléphonique de faire basculer le numéro de téléphone de quelqu'un sur une autre carte SIM, et du coup ensuite de réinitialiser les mots de passe, etc. parce qu'il a la main sur le téléphone. Et bien a priori, le groupe de hackers aurait réussi à réaliser une attaque de SIM swap sur un employé de FTX, et ensuite ils auraient accédé au système interne de FTX grâce à ça. Donc ça montre, je pense qu'il y avait des défaillances dans la sécurité opérationnelle de FTX, mais qu'a priori c'est pas SBF qui est parti avec les 400 millions de dollars, comme on pouvait le craindre. J'espère que ça va être récupéré, qu'ils vont pouvoir rembourser, participer en tout cas au remboursement des utilisateurs, parce que ça aidera toujours 400 millions de dollars en plus. D'ailleurs, je me pose toujours la question, si jamais ils arrivent à obtenir plus d'argent que le montant en crypto qu'avaient les utilisateurs au moment de la faillite de FTX, qu'est-ce qui va se passer avec ce delta? Est-ce que ça va aller vers les actionnaires, donc vers SBF et compagnie, ou ça va être distribué aux utilisateurs? Ce que j'ai compris, ça n'allait pas être distribué aux utilisateurs, mais voilà, j'aimerais bien en savoir plus. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à partager en commentaire. Ensuite, on va parler de Solana, et Solana qui vient d'avoir sur le mois de janvier un plus haut historique sur le nombre d'adresses utilisées sur Solana. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités en fait sur le réseau Solana. On peut voir déjà décembre, c'était un record. On était à près de 10 millions de nouvelles adresses sur Solana. Et là, en janvier, on passe à 11,8 millions de nouvelles adresses. Donc le record, c'est bien sur les nouvelles adresses qui arrivent et qui interagissent avec le réseau. C'est difficile de dire à quoi ça correspond en termes d'utilisateurs, parce qu'un utilisateur peut avoir plusieurs adresses données. Il est très facile aussi de créer de nouvelles adresses et d'envoyer des cryptos dedans, par exemple pour farmer des airdrops et de faire croire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Mais ça montre quand même, pour moi, ça témoigne qu'il y a pas mal d'utilisation sur Solana. On peut pas le nier, il s'est passé plein de choses ces derniers temps avec les airdrops, les projets, les meme coins aussi. Il y a eu la folie des meme coins Solana, Bonk, etc. Donc bon, il y a pas mal d'utilisation et ça, la data le confirme. Ensuite, je vous ai dit, on va parler d'une fuite de données chez Binance. Alors, on a du code source de Binance qui contient des passwords, des mots de passe de Binance qui ont été fuités sur GitHub. Donc GitHub, c'est un répertoire où les développeurs mettent du code source. Là, il y a quelqu'un qui a obtenu ce code, on ne sait pas comment. Est-ce que c'est un piratage? Est-ce que c'est un employé de Binance? On n'en sait rien et je ne sais pas si on le saura un jour, mais en tout cas, il a mis en ligne sur GitHub, accessible à tous, du code source qui contenait beaucoup d'informations sensibles de chez Binance. Là, on a un exemple du code de mot de passe qu'il y avait. Il y avait par exemple un nom d'utilisateur qui était BNB PRD. Donc BNB, voilà, c'est le token BNB. On a PRD aussi pour prod, donc ce qui semble indiquer être un système de production. Donc vraiment le vrai site web de Binance, c'est pas juste un système de test. A priori, c'était aussi mis en ligne pendant très longtemps, on parle de plusieurs semaines, plusieurs mois, sans avoir été détecté par Binance. Et là, la demande de suppression réalisée par Binance date du 24 janvier. Le DMCA, c'est un processus pour demander aux divers sites qui hébergent du contenu d'arrêter de l'héberger parce que c'est illégal. Binance a fait ce processus avec leur avocat, j'imagine, le 24 janvier. Ça veut dire qu'en fait, qu'il s'est passé à minima plusieurs semaines sans que Binance ne détecte quoi que ce soit. Et là, en fait, il y a deux problèmes. Premièrement, comment ce code est arrivé là? Comment le code source est arrivé sur GitHub? On ne sait pas. Mais l'autre problème pour moi, c'est surtout pourquoi Binance a mis plusieurs semaines à le détecter. Normalement, quand des grandes entreprises veulent participer à la surveillance d'Internet, à la recherche de fuites de données ou autres, c'est des choses que j'ai déjà vues,
eh ben, ils font appel à des prestataires de services qui scannent tous les sites web qui existent sur Internet, toutes les IP qui existent sur Internet, à la recherche de certains mots-clés. Et GitHub, c'est un des sites principaux qui sont fouillés pour trouver ces données-là. Donc là, en fait, Binance, on voit pour moi qu'il y a déjà une défaillance au niveau de tout ce qui est threat intelligence, ça s'appelle de la détection des menaces sur Internet à laquelle Binance est exposé. Il n'aurait pas, en tout cas, il serait passé à côté de ce répertoire. Ça déjà, c'est quelque chose qui pose problème. L'autre problème, c'est maintenant que ces données ont fuité et qu'ils ont disparu, est-ce que ça pose un problème? Et là, il y a deux sons de cloche différents. Il y a le son de cloche des avocats de Binance qui ont demandé à GitHub d'arrêter et de supprimer ces informations-là. Et là, ils sont plutôt alarmants, hein. Ils disent que le répertoire en question contient du code appartenant à Binance, ce qui constitue un risque significatif pour Binance et pourrait créer un risque financier pour Binance et une confusion au niveau des utilisateurs. Disons que les gens pourraient se dire, bah voilà, Binance n'est pas sécurisé, ce qui est en train de se passer en fait actuellement. Et donc là, ils ont dit, nous, on vous demande d'enlever ça extrêmement rapidement. Mais ensuite, quand on regarde les autres articles sur le sujet, Binance a dit via les voix de ses représentants. Et là, ils disent que le code, les mots sont vraiment choix, disent le code ne ressemble pas au code que nous avons en production. Et que les utilisateurs ne devraient pas être inquiétés à propos de leurs données et que tous leurs actifs sont en sécurité sur la plateforme. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est du code qui existait précédemment en production qui n'existe pas? Parce qu'ils n'ont pas dit c'est pas du tout notre code, et dans la requête, ils disent bien que c'est leur code. Donc je pense qu'il y a bien une fuite d'informations sur Binance, que Binance a demandé à retirer toutes ces informations-là. Est-ce que ça pose encore un risque à Binance? J'imagine que depuis le temps qu'ils ont trouvé ça, ils ont pris en compte l'ensemble des données qui étaient sur le GitHub, et du coup, ils ont, j'imagine, modifié les mots de passe, etc. Si ils ont fait ça, il n'y a pas de risque pour Binance. S'ils n'ont pas fait ça, ils sont complètement inconscients. Et ça, je n'arrive pas à y croire que gérer autant de milliards, ce n'est ne pas changer les mots de passe et de ne pas faire analyser la fuite sur Internet. Honnêtement, pour moi, ça a été fait et il n'y a pas de risque significatif pour l'instant sur Binance, si ce n'est le risque de marque là qui a suite à cette fuite de données, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça a fuité. Ensuite, on va parler de vesting de tokens et de 900 millions de dollars qui vont être débloqués. Donc vous savez, les vestings, c'est tout le processus pour libérer les tokens petit à petit chez les investisseurs. Quand on est investisseur d'un gros projet crypto, donc les fonds d'investissement, les VC, etc., ou les angels, ils ont un certain nombre de tokens, ou l'équipe même d'un projet crypto a un certain nombre de tokens, mais ils ne débloquent pas tout d'un coup pour ne pas inonder le marché de tokens. Donc c'est libéré petit à petit. Et régulièrement, il y a des libérations de tokens. Il y a ce site qui est très bien fait, token.unlocks.app, qui parle un peu qui liste les diverses libérations de tokens qui existent. Et en fait, sur le mois de février, il va y avoir beaucoup de libérations de tokens. Regardez, Aptos, le token APT, on a 338 millions qui vont être libérés là en février. C'est énorme, ça représente a priori quand même près de 7% de la supply. Donc c'est beaucoup de tokens qui vont arriver d'un coup. On a beaucoup d'autres projets aussi. On a Sand avec 2,2 milliards de tokens Sand. C'est énorme, hein. Ah non, excuse-moi, je me reprends, je lisais mal la colonne. C'est sur la colonne Upcoming Unlock. Vous avez Sandbox 90 millions de dollars qui vont être débloqués. Ça reste quand même 9% de la supply, c'est beaucoup. Aptos 236 millions de dollars, 7,35% de la supply. Quand même pas mal de tokens qui arrivent sur le marché. Il faut être vigilant quand il y a ce type de libération parce que ça pourrait entraîner une baisse en fait importante des gens, enfin liée à la vente par les personnes de ces tokens. On a aussi un gros montant qui va être libéré qui concerne Avalanche. Donc Avax, la blockchain de niveau 1, on a 339 millions de dollars qui vont être libérés en token Avax. Après, c'est moins grave. C'est moins grave parce que ça représente que 2,6% de la supply. Donc ça veut dire que c'est moins impactant par rapport aux tokens qui existent déjà sur le marché. Donc quelque chose à garder en tête si vous souhaitez investir sur une crypto là bientôt, gardez en tête ces informations, ça pourrait vous être utile. Ensuite, je voulais vous parler du Bitcoin et des ETF spot Bitcoin. On a l'ETF de BlackRock qui vient de dépasser pour la première fois en termes de volume, pas en termes de capital sous gestion, mais ça vient de dépasser pour la première fois Grayscale GBTC qui est beaucoup plus gros que BlackRock. Ça veut dire que les investisseurs sont très intéressés par l'ETF de BlackRock. Je pense, moi, qu'au final, sur le long terme, l'ETF de BlackRock devrait devenir le premier ETF. Sur je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais Grayscale, ils perdent beaucoup quand même d'investisseurs parce qu'ils ont des frais très élevés, à moins bien sûr que Grayscale diminue les frais associés à leurs fonds. Je pense que voilà, cette tendance va continuer.
Ensuite, sur l'économie américaine, on a les chiffres du mois de janvier qui sont bons. Ils sont bons, c'est-à-dire il y a eu beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus de nouveaux emplois aux États-Unis que ce qui était prévu. Et ça, c'est pas bon vis-à-vis de la Fed et de la réduction des taux directeurs. La Fed, avec cette hausse des taux directeurs, s'attendait un peu à ralentir l'économie, ralentir la tension sur le marché, enfin sur le marché de travail, pour diminuer cette tendance de l'inflation qui augmente. Mais là, ça va pas dans le bon sens. Mais bon, je pense qu'ils vont toujours finir par faire baisser les taux directeurs d'ici la fin de l'année 2024. Et pour finir, dans le Super Bowl, on parle beaucoup de publicité dans le Super Bowl avec des publicités qui coûtent extrêmement cher. Et ben pour le prochain Super Bowl aux États-Unis, et ben a priori il n'y aurait pas de publicité crypto. Ça change. Vous vous rappelez des Super Bowls avec les publicités de FTX, des publicités de Coinbase, etc. Ben, pour l'instant, il n'y en a pas. Ça montre pour moi que le bull market n'a toujours pas repris si les sociétés crypto ne sont pas là à essayer d'investir et d'attirer plein de nouveaux utilisateurs dans la crypto. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.